Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau Mur des légendes, le numéro 27. Et on va parler aujourd'hui d'un joueur que très peu de gens connaissent, mais peut-être qu'on va raviver les souvenirs de certains FMistes. On va parler d'Armand Forquerio, défenseur de l'AS Monaco entre 1961 et 1972. Et évidemment, Boris et Rome sont là. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir Damien, c'est qui Armand Forquerio? Ouais, c'est qui Armand Forquerio? La question se pose encore là, plus. Un peu plus. Ouais. J'ai envie de dire que... Celle-là, elle se pose. Voilà. Justement, donc je parlais de FMiste, Boris. On a pu voir que nous avions la même référence tous les deux. Puisque Armand Forquerio, voilà, si on se rappelle bien dans les jeux autour de 2007, 2008, dans ces eaux-là, eh bien il faisait partie de la squad de recruteurs de l'AS Monaco, de superviseurs. Donc voilà, Boris, j'imagine que voilà, toi aussi c'est ce nom qui revient c'est ce souvenir-là qui revient forcément. Ouais, c'est le mec que quand t'étais un peu pointueux que tu virais tout de suite parce qu'il avait pas forcément des super notes en recrutement et t'allais chercher les mecs libres qui avaient des 20 en repérage de jeunes joueurs, etc. Donc souvent, Armand Forquerio, ça dégageait un petit chèque dans le jeu. Donc quelle c'est indignité. un peu ça le souvenir que j'en ai. Il n'y avait pas de sentiment en Football Manager, on n'est pas là pour filer des emplois fictifs. Quelle indignité, mais non, moi il travaillait sérieusement, consciencieusement, voilà, il me faisait ses rapports, non, quand même. Rome, pour toi, le souvenir de Armand Forquerio, il n'y a pas ce passé FMiste, donc il n'y a pas de souvenir, j'imagine. Si, mais moi, vous devez vous en douter, moi je prenais l'OM, évidemment. D'accord. Vous deviez vous en douter. Emmanuel Moros, peut-être, du coup. Je ne suis pas un joueur de Football Manager, non. Ouais. Je l'ai été rapidement, mais pour le coup, je crois que c'était le 2003 ou 2004, donc c'était avant. Ouais. Et du coup, en tout cas, voilà, c'est un quelqu'un qui est passé, en tout cas, par l'AS Monaco, qui a vraiment inscrit sa vie dans la durée avec l'AS Monaco, puisque c'est quelqu'un qui a commencé, qui a fait toutes ses armes à l'ASM, étant en plus monégasque de naissance, de nationalité. C'est quelque chose qui est rare dans ce mur des légendes, puisque clairement, à part cette semaine et la semaine prochaine, on aura finalement très très peu de monégasques pure souche. Mais là, en tout cas, c'est le cas. Et après sa carrière de joueur, c'est quelqu'un qui a aussi entraîné l'AS Monaco, très peu, on en parlera, mais aussi qui a donc assumé des diverses fonctions au sein du staff et des dirigeants dans les équipes de cellules de recrutement, etc. Donc c'est un homme qui a vraiment beaucoup lié sa vie à l'ASM. Messieurs, parlons un petit peu de son curriculum vitae. Armand Forquerio, du coup, commence à l'AS Monaco en 1961. Rome, c'est un match d'ailleurs. Il commence même par un trophée, on peut le dire. Ouais, tout à fait. Il commence donc l'été 61, trophée des champions. Monaco vient d'être champion. Et donc oui, voilà, il commence par un trophée. Il n'avait pas joué avant. À noter qu'il remplace... alors peut-être pas une légende, d'ailleurs je crois pas qu'on a prévu de le faire ne serait-ce que dans le mur, mais un joueur malgré tout important des années 50 et du titre de 61 du club, Raymond Kelbel. Et il va le remplacer numériquement, en tout cas dans le groupe. Après on va y revenir sur sa carrière, sur à quelle vitesse il s'est imposé en tant que titulaire et à quel poste surtout. Mais en tout cas oui, c'est sûr que pour débuter une carrière, en plus dans son club de cœur,
parce que tu l'as bien dit, monégasque, hein, donc le cœur rouge et blanc depuis toujours. Commencer par un titre, même si c'est peut-être le plus petit de tous, quoique il y a la Coupe des Alpes. On en reparlera la semaine prochaine. Voilà, donc en tout cas, voilà, il commence de la meilleure des manières. Ouais, et justement, tu le disais, il a profité du départ de Raymond Kelbel qui part à contre-cœur, très clairement, et qui était le tout premier capitaine à avoir soulevé un trophée avec l'ASM, mine de rien. Donc lui aussi pourrait dire à jamais le premier à ce niveau-là. Et effectivement, voilà, il dit que à ce moment-là, en tant que jeune apprenti, jeune aspirant du club, peu ont eu la chance de s'imposer à l'ASM. Il n'y a que Casolari et lui qui ont pu émerger du groupe. Et voilà, c'était une question d'opportunité après le départ justement de Raymond Kelbel. Et ce match, justement, voilà, on en parlait. Il y a aussi cette citation qu'il révèle justement sur ce match. Il dit donc justement que il avait joué contre Sedan et c'était un match qui s'était décidé en fin de compte à la pièce, c'est-à-dire que c'était c'est le fameux, c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier. C'est vrai qu'entre celui de 61 et la finale de Coupe 63, c'est vrai qu'on a quand même 2 trophées un peu particuliers. Ouais, donc c'était son premier match en pro à Marseille du coup, joué à Marseille, puisque les matchs se jouaient sur les terrains neutres, et il nous raconte même que... On avait une meilleure expertise des pièces à Monaco qu'à Sedan, faut dire. On en avait plus l'habitude. Voilà, plus l'habitude. Mais ouais, il disait donc le jeu avait été si tristouné que le public s'était mis à entonner l'Ave Maria. Voilà, donc nous à l'époque, maintenant on se contenterait de huer, de siffler, etc. À l'époque, quelle belle époque. Quelle belle. Ouais. À l'époque, on chantait en tout cas l'Ave Maria, donc ça aurait été, je pense, assez rigolo d'entendre ça, ne serait-ce que sur des archives un petit peu d'époque. Sa première vraie saison, du coup, Boris, c'est quand même une saison qui est du coup très complète, en fin de compte, ainsi que la deuxième, une deuxième qui est aussi d'ailleurs très intéressante à plus d'un titre, justement. Ouais, à plus d'un titre, puisqu'il y en a 2. Je sais pas si c'était volontaire comme ouverture de ta part. Oui, tout à fait. Extraordinaire. Forquerio qui rentre effectivement dans l'équipe, pas forcément comme un titulaire indiscutable, hein. Il y a quand même du monde sur ses postes défensifs. Il y a Marcel Arteleza, il y a Ludo notamment pour citer les plus connus, mais il y a aussi Georges Thomas ou Marcel Novak sur la première saison. Il va s'installer un peu plus vraiment sur cette saison 62-63 qui est la saison du doublé. Championnat Coupe de France, hein, le seul doublé, on le rappellera jamais assez, de l'histoire du club, où là il va vraiment faire partie du trio titulaire à l'arrière, hein, défense à 3 dans l'axe à l'époque, avec Arteleza qui est vraiment pour le coup plutôt le leader un petit peu de cette ligne défensive, et Georges Thomas. Il joue quand même 27 matchs cette saison-là. Par contre, on peut noter qu'il ne jouera pas la Coupe de France, il ne jouera pas la finale, aucun des 2 matchs. Il joue qu'un seul match, hein, je crois, de tout ce parcours de Coupe de France. Donc voilà, il y a des petits matchs ratés par-ci par-là. Il avait bénéficié des départs aussi de Ludo et Novak que je citais juste avant. Donc voilà, mine de rien, à 21-22 ans, un petit palmarès qui se garnit, puisque ça fait déjà 3 titres. Si on lui compte la coupe, je sais qu'il y en a qui ne les comptent pas quand la finale n'est pas disputée, mais bon. Ouais, il faudrait. C'est vrai que là, en l'occurrence... Je ne sais même pas s'il y a une position officielle, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est plus difficile. Actuellement, oui. Ouais. Actuellement, oui. Il faut faire la coupe. Si vous allez sur les différents joueurs du PSG, parce que dernièrement, ils ont quand même à peu près tout raflé. Je crois qu'un mec comme Verratti, par exemple, n'a que 2 coupes de la Ligue. Par exemple, parce qu'il n'a pas fait les autres finales, quoi. J'imagine qu'à l'époque c'était peut-être un peu plus restrictif, justement. En tout cas, c'était peut-être vraiment d'avoir joué la finale. Toujours est-il que Norbert Siri, donc qui est quand même un peu l'historien en chef de l'AS Monaco encore aujourd'hui, lui ne compte pas ce trophée de Coupe de la Ligue, de Coupe de France, pardon, à Armand Forquerio. Donc voilà.
entre 2 et 3, c'est un petit peu difficile à dire, mais clairement, en tout cas, c'est un début de carrière qui est plus que prometteur à ce niveau-là, Rome, puisque beaucoup de matchs, beaucoup de succès, sauf que en fait, la suite ne sera que finalement une longue dégringolade. La suite directe n'est pas mauvaise parce que si je dis pas de bêtises, la saison 63-64 est encore de bonne qualité. Monaco va finir à la 2e place, c'est ça du championnat. Par contre, c'est vrai que pour la suite, ça va être le début qui va nous amener à cette période des fins des années 60 à 77-76 où le club va monter et descendre 3 fois en Ligue 2. Lui va participer au premier déclin, à la première descente fin des années 60. Et c'est vrai qu'à partir de 65, Monaco végète plutôt en milieu de classement. Ça va toujours être 11e, 12e, 13e, dans ces places-là, jusqu'à finalement chuter de manière un peu inéluctable lors de la saison 69. Et en plus, si je ne m'abuse, si j'ai bonne mémoire, c'est lors d'un match d'appui face à Angoulême. Victoire monégasque à l'extérieur au match aller 2-1, défaite à domicile au Louis II, grosse surprise 1-0. Il y avait déjà à l'époque, il n'y avait pas le but contre double à l'extérieur, du coup. C'est de nouveau le cas maintenant, mais ça n'existait pas. Et donc, il va y avoir un dernier match d'appui à Paris, et que là, Monaco va perdre 2-0, et Monaco va être va être relégué officiellement en Division 2. Donc, oui, un début de carrière en fanfare. Et puis après 7-8 saisons dans un Monaco un peu malade. Et par contre, on peut le dire, dans ces années-là, il a été un des joueurs un peu plus, un peu plus leader et un des meilleurs éléments, mais d'une équipe moyenne. Il était un élément moyen d'une très grosse équipe et il est devenu un bon élément d'une équipe moyenne. Ouais, c'est vrai que finalement, c'était peut-être un bon joueur qui aurait mérité, en tout cas, de s'épanouir dans une belle équipe. Mais voilà, cette équipe de l'âge d'or qui a vu ses éléments partir un à un, petit à petit. Jusqu'à justement ce manque de renouvellement et en tout cas ce mauvais renouvellement, parce que c'est surtout ça, c'était la qualité des joueurs autour qui finalement n'a pas vraiment suivi ou n'a pas été de niveau égal à ceux qui partaient et qui avaient permis au club de briller. L'entraîneur aussi, même Saint-Leduc. Voilà, effectivement. Saint-Luc, pardon. Ouais, même s'il y avait quand même de bons entraîneurs par la suite qui ont pris la succession. Mais voilà, effectivement, si on regarde les saisons qui viennent, 12, 13, 14, 11, à noter quand même que sur cette 14e place, donc là on parle de la saison, si je dis pas de bêtises, c'est 67. Monaco est quand même la 4e meilleure défense du championnat. Donc ça, je pense qu'elle le doit aussi certainement à son défenseur, en l'occurrence Armand Forcario. Et puis donc ce barrage, puisque tu en parlais, Monaco domine le match aller à Angoulême de manière surprenante. Ils ont pléthore d'occasions, mais ils sont réduits à 10 au match retour très tôt dans le match. Et puis surtout, Forcario dit « Nous étions épuisés physiquement et nerveusement par une saison tendue ». Et il raconte un épisode de ce match à un moment donné. « Francis Blanc et moi, nous nous sommes télescopés, nous nous sommes relevés tant bien que mal l'un face à l'autre. Et je me souviens très bien d'avoir croisé le regard de Francis et d'y avoir lu que nous étions tous morts. » Donc voilà, très clairement... Est-ce que c'était à cause de la prépa de Jardim? Non, je demande. Je ne sais pas. C'est possible, je sais pas. Je demande. Ouais. Non, je crois qu'à ce moment-là, il était en train de finir son mémoire sur les corners. Il était pas né. De JO de 1934. Oui, il n'était pas allé surtout. Mais voilà, donc en tout cas, Armand Forcario, comme tu l'as bien résumé, qui devient ce bon élément dans une équipe qui finalement devient moyenne et qui inexorablement chute et finit par être relégué. Il va un petit peu moins jouer Boris, justement, à partir de cette relégation en Ligue 2. C'est quasiment deux demi-saisons et une saison blanche.
Ouais, ben on va dire que c'est ces saisons les plus pleines en termes de matchs. Individuellement, ça va vraiment être de 64 à 69 à partir de cette relégation. On le voit moins apparaître. Il va encore disputer 3 saisons au club avec notamment une remontée et une nouvelle relégation à nouveau, mais où il va plus disputer entre 8 et 20 matchs par saison, voilà, on peut imaginer avec des petits problèmes physiques à cet âge-là, même s'il n'est pas il est pas très vieux, hein, il va prendre sa retraite à 31-32 ans. Mais voilà, c'est le dernier, c'est le dernier représentant finalement de cette époque dorée de l'AS Monaco qui va s'éteindre petit à petit avec Georges Casolari. Hein, ils ont un destin assez proche, ces deux joueurs, finalement, dans les saisons et dans les aventures qu'ils ont pu vivre ensemble. Ouais. Et puis bon, voilà, je vous ai mis quelques petits extraits de presse qu'on avait pu trouver à l'époque entre 66, 68, notamment dans ces années-là où, quand même, on retrouve à plusieurs endroits des propos un petit peu élogieux, on va dire, d'Armand Forquerio, en tout cas sur le joueur, qui nous ont un petit peu éclairés dans nos recherches, parce que forcément, des images de match, on en a strictement aucune. Et puis, voilà, forcément, un joueur peu connu, peu médiatisé, même peu renommé, hein, vis-à-vis des Kelbel, des Arteleza en comparaison, qu'il était forcément beaucoup plus difficile de se documenter. Mais voilà, on a trouvé quand même quelques petites choses où on voyait quand même que, semble-t-il, Forquerio avec un Jean Baeza ou un Casolari semblait un petit peu surnager, en tout cas sortir du lot dans ces équipes qui baissaient de niveau. Il y a quand même une petite transition presque que j'ai envie de faire, c'est finalement ce qu'il aura pu apporter par la suite, cette idée de vouloir un petit peu transmettre, ou en tout cas avec Jean Petit, qui disait qu'il était un des seuls avec Casolari justement à lui donner la balle, ou en tout cas à essayer de l'intégrer au maximum à son arrivée. On en avait parlé dans l'émission de Jean Petit, que la première année avait été difficile, qu'il était snobé par les autres joueurs. Et donc là, on trouve deux joueurs locaux, puisque Casolari était né à Nice en plus. Deux joueurs locaux qui vraiment ont fait beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus attention, mine de rien, à intégrer. Mais mine de rien, c'est aussi des témoignages qu'on a vus, c'est que visiblement l'ambiance n'était pas super bonne non plus à l'époque, à ce moment-là. Voilà, donc le témoignage de Jean Petit est assez révélateur justement à ce niveau-là. La suite de Armand Forquerio, elle s'inscrit toujours à l'ASM Rome. Il y a une petite pige au Arles où il fait une première formation d'entraîneur, enfin en tout cas une première expérience d'entraîneur, avant d'être nommé finalement de son côté entraîneur de l'ASM. Ça sera pas très long. Non, ça sera vraiment pas très long. Et puis, ça sera dans une très mauvaise saison. Il prend la succession de Moureau lors de la saison 75-76. Il va pas empêcher le club d'être relégué une dernière fois, jusqu'aux années 2000, évidemment. En tout cas, une nouvelle fois en Ligue 2, enfin Division 2 à l'époque, et il va tout de suite être remplacé pour la saison d'après par le retour du Messi, le retour de Lucien Leduc, qui lui avait ajouté 2 titres à son palmarès en tant qu'entraîneur de l'OM. Visiblement, ils sont tous passés par là-bas, encore une fois. Mais c'est une petite pige sur le banc qui se passe pas très bien. Donc, j'ai pas spécialement trouvé à quel moment il avait pris le relais, de quelle manière. Toi, tu as peut-être un peu plus d'infos sur ça. Ouais, effectivement, c'est de janvier 76 à décembre 76. Donc, il est encore il est en Ligue 1 à ce moment-là. Il y a le début de saison en Ligue 2 et c'est là que quelqu'un qu'on verra la semaine prochaine. Voilà, quelqu'un dont on verra la semaine prochaine prend une décision forte en rappelant Lucien Leduc. Pour autant, Boris, c'est pas la fin de Forquerio. Il y a plusieurs épisodes. On ne sait pas exactement si cette présence, elle s'est faite sans discontinuer. Mais en tout cas, jusqu'à 2006, quasiment, on a trouvé encore la présence de Forquerio au sein du club, au moins, en tant qu'historien. Voilà. Ouais, c'est vrai que les parties joueurs étaient déjà pas faciles à retrouver, mais alors les parties staff un peu plus éloignées
du poste principal d'entraîneur sont encore plus compliqués à documenter rétrospectivement aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que il est resté effectivement un bon moment. C'était vraiment une figure des années Campora en général, et même un petit peu après, tu l'as dit, c'est resté finalement quelqu'un dans l'entourage du club quelques années encore, sur les saisons qui ont commencé à tourner un petit peu vinaigre, voilà, époque Michel Pastor, pour ne pas le nommer notamment, avec même un rapide passage en tant que directeur sportif. Ça n'a pas duré très longtemps, mais voilà, ça a fait partie de ce réseau de recruteurs. On en parlera la semaine prochaine avec Jean-Louis Campora. Ça a fait partie de ce réseau de recruteurs qui vont quand même à un moment donné avoir une importance dans les succès de l'AS Monaco sur les années 90 et début des années 2000. Ouais. À noter également qu'il était il était le neveu et filleul d'Armand Besson, qui est celui qui a découvert, entre autres, Jean Petit, justement. Voilà, c'était la petite anecdote. Le monde est petit, ouais. À Monaco, oui, le monde est petit, oui. C'est sûr. Alors, Rome, intéressons-nous aux statistiques maintenant, pour résumer un petit peu tout ça. Beaucoup de saisons, beaucoup de matchs, et finalement, pas mal de trophées en fin de compte. Ouais, après, comme on l'a bien dit, les trophées sont au tout début, et est-ce que la Coupe de France peut réellement lui être imputée ? C'est un débat. Par contre, oui, il fait partie de ce club. Ils sont 10 à avoir dépassé la barre des 300 matchs. Alors, je crois que tu as mis 301 en définitive. Mais c'est vrai qu'on a trouvé des chiffres qui ne varient pas des masses, qui varient entre 300 et 304, je crois. Donc, il a franchi cette barre. Il est 10e. C'est le 10e et il est du coup 10e de cette liste-là. Donc, c'est des beaux chiffres. Il y a 2 buts. Les 2 face à l'Olympique Lyonnais, ça fait plaisir. Ce qui est un plus dans l'intégration possible d'un mur. Mais, même si à l'époque, je ne crois pas qu'on en avait grand-chose à foutre de l'Olympique Lyonnais, c'était plutôt Saint-Etienne, Nantes, Marseille qui nous posait problème. Mais voilà, c'est évidemment des très belles stats, comme beaucoup de joueurs de son époque. C'est juste un peu dommage pour lui qu'il soit arrivé un poil trop tard et qu'il n'ait pas connu l'ensemble de cette grande période des années 60. Il ne fait pas partie des joueurs qui ont les 2 championnats. Et ces 2 buts justement contre Lyon, ils sont marqués à quelques mois d'intervalle justement, et il en parle, il les raconte dans le livre de Norbert Siri. Donc l'un, c'est un but de la tête, il dit que c'est son point fort d'ailleurs, la tête, le jeu de tête, et l'autre, celle-là pas est offensif visiblement, un peu plus défensif en tout cas, mais c'est un défenseur, donc c'est quand même mieux. Mais et l'autre, ce qui fera plaisir certainement à Boris, en tout cas Boris va certainement se marrer, c'est l'autre était du pied droit, une frappe aux 20 mètres. Il dit « Je ne savais plus quoi faire de la balle, j'ai tiré pour m'en débarrasser. » Voilà. Elle a heurté la transversale et rebondit sur la main de Marcel Aubourg avant de pénétrer dans la cage. Voilà. On imagine le but. Voilà. Écoute, comme ça, ça dit quelques buts comme ça. Mais ce que j'allais dire, je vois bien Fofana débloquer son compteur sur ce genre de truc. On lui souhaite en tout cas. Du coup, ça fait toujours plus de buts marqués que Youssouf Fofana pour Armand Forquerio. Ça fait aussi beaucoup plus de matchs. Donc, voilà. On verra bien si Youssouf Fofana atteint les 300 matchs un jour avec l'ASM, ou au moins la moitié, 150, ce qui est davantage possible. Ouais. Voilà, maintenant passons au vote. Du coup, du coup, il y a 4 votes négatifs. On va effectivement expliquer tout ça. On va d'abord mentionner le vote des auditeurs qui a voté non à 68,5%. Je pense que l'argument principal, c'est que pas grand monde ne connaît Armand Forquerio. En revanche, j'ai forcément... Il y a quelque chose qui m'a un peu fait tiquer tout à l'heure. C'est que je vois que Boris a mis 4 en longévité. Ah oui, c'est vrai. Et je me souviens d'une phrase dans l'émission de Biancheri, ou je sais plus, en mode, c'était un peu... j'ai envie de valoriser ceux qui ont fait toute leur carrière à l'ASM. Alors pourquoi Armand Forquerio n'a pas eu 5 sur 5, Boris ? C'était énorme, mais moi en fait je voulais valoriser les 3 gros, les 3 qui sont vraiment au-dessus des
des 400 matchs. Je pense qu'à l'époque, j'avais pas forcément noté qu'il y avait un ou deux autres joueurs qui étaient un peu plus bas dans le classement, mais qui avaient quand même fait toute une carrière. Mais parce que Forquerio, il a fait toute sa carrière à Monaco, mais elle est un tout petit peu courte, sa carrière finalement, ce qui fait que certains joueurs qui n'ont pas fait toute la carrière à Monaco ont plus de matchs que lui, ou presque autant. Il a presque autant de matchs qu'un Subasic, par exemple, pour donner un exemple. Donc pour moi, il y a clairement la fidélité. En plus, hein, c'est une carrière de 40, presque 45 ans, avec des petits trous, mais à l'AS Monaco. Mais il m'a manqué un peu de longévité en tant que joueur, que ce soit le nombre d'années et puis de matchs, surtout joués. Il y a quand même pas mal de saisons un petit peu plus creuses. Donc voilà, le 5 pour moi, il ne peut rester que pour les trois monstres de longévité. Je trouve ça un petit peu dur. Rome, tu avais hésité à un moment donné à mettre Forquerio pour une raison, sa nationalité tout simplement. Bah ouais, c'est vrai que ça fait partie un peu de mes wildcards, de mes exceptions. J'ai mis Thierry Henry parce que, encore une fois, je considère que c'est le plus grand joueur qui a été formé au club. Et puis, il a quand même un petit passif, un petit palmarès chez nous, en attendant que Mbappé lui passe devant. Mais à l'heure actuelle, ça reste le plus grand joueur formé au club, pour moi, en tout cas. Et Forquerio, ouais, lui, c'était plus pour le côté, c'est le seul monégasque réellement qui a joué. Et surtout, parce que je crois qu'ils ont été une dizaine, c'est ça, à peu près, de monégasques à évoluer au club. Il y en a un réellement qui est resté, et en plus excessivement longtemps, parce qu'encore une fois, malgré tout, c'est la barre des 300 matchs, et moi, c'est pour ça que je lui ai mis 5, c'est que moi, ma barre, elle est à 300. Après, au final, je ne l'ai pas mis parce que le niveau est, de ce qu'on en a lu, de ce qu'on en a compris, c'est pas non plus extraordinaire, comme on a bien dit, hein, bon joueur dans une équipe moyenne et joueur moyen dans une bonne équipe, joueur de complément, on va dire. Le palmarès est pas mal. Et puis, par contre, le gros problème, c'est la legacy. Et en plus, le pire, c'est que il y a été longtemps en tant que joueur. Bon, il y a longtemps et en tant que défenseur, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal pour se faire connaître. Mais en plus, il est revenu un peu en tant qu'entraîneur. Il a été là comme recruteur, il a été là comme directeur sportif. Et malgré tout, il a laissé pas grand-chose, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on lui a tous mis 1, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est resté dans l'ombre d'un Biancheri. Ouais, c'est incomparable avec un Biancheri qui, lui, est resté, qui, en plus, je pense, était un meilleur joueur. Donc, ça fait beaucoup. Ça lui fait qu'une note totale de 10, même si la note, encore une fois, c'était pas le plus important. Mais ouais, non, je n'ai pas pu le mettre. Encore une fois, je ne veux pas dépasser les 20-25 noms, donc je ne voulais pas non plus qu'il y ait une place prise par Forquerio, quoi. Je suis désolé pour lui. Toi, je pense que du coup, tu dois en avoir 13 ou 14 sur ton mur personnel. Oui, parce que j'ai tiré Henry en plus. Et Chifo. Et Chifo, mais Chifo, c'était vraiment. Ouais. C'est sa deuxième wildcard. Ouais. Mais Chifo, on vous donne rendez-vous au mois de mai pour la 80e. 25 et 10 wildcards. Chifo, c'était la wildcard du cœur. Non, ma vraie wildcard, c'est Chifo. Thierry Henry, c'est parce qu'il y a une raison, comme ça aurait pu être pour Forquerio. Mais non, Chifo, oui, j'ai bien conscience qu'il n'y est pas et j'ai aucun souci avec ça. Thierry Henry, moi, je reste persuadé qu'il doit y être. Mais Enzo Chifo, non, ça ne me pose pas de problème. Bon, enfin voilà, en tout cas, effectivement, c'est un petit peu, on a mis les mêmes notes, toi et moi. Donc voilà, on est quand même tous un petit peu d'accord. Finalement, le seul petit truc sur lequel on diffère, en fin de compte, c'est aussi un peu le palmarès par rapport au fait que on compte plus ou moins la coupe de France avec un seul match sur le parcours. C'est vrai que c'est un peu plus difficile de vraiment lui attribuer aussi. Bon. Moi, c'est même pas ça. C'est comme on dit bien depuis le début, le palmarès, c'est les trophées, c'est une chose, mais c'est aussi toutes les saisons, combien t'as fini. Et moi, c'est pour ça que j'avais, entre guillemets, un peu saqué Jean Petit, parce qu'il y avait des descentes. Il en a une aussi. Je lui impute pas la deuxième, mais il en a quand même. Il en a 3 si on compte même en tant qu'entraîneur. Oui, si on compte en tant. Donc ça fait quand même beaucoup. Ça, je pense que c'est un record au club. Oui, parce que Petit, il n'a pas la première, parce qu'il arrive, on est en Ligue 2, donc il n'a pas la première. Mais bon, voilà, donc c'est pour ça que 2, parce que malgré tout, il y a un titre de champion. Pour moi, déjà, c'est 2 étoiles en tant que tel. Après, voilà.
Bon voilà, mais en tout cas, espérons que cette émission serve aussi un petit peu à exhumer certaines sources, ou en tout cas faire ressortir un petit peu des petites choses d'Armand Forquerio pour qu'il soit davantage connu du grand public et des supporters. C'est aussi un peu le but de cette émission. Je ne doute pas en tout cas que les 50 personnes qui verront cette vidéo, cette émission, auront en tout cas voilà, maintenant un peu plus de matière pour en parler. Du coup, un petit coup d'œil sur le mur qui, depuis l'émission de Lucien Cossou en mai ou en juin dernier, je sais plus, n'a pas bougé. Voilà, donc bon, c'est comme ça. Ça viendra. Il y a des noms qui iront sur le mur. Ne vous inquiétez pas dans cette saison 2. La suite, du coup, ce sera la semaine prochaine. Donc là, on va faire un petit écart, entre guillemets. On va parler d'une légende. Là, voilà, on va évidemment pas discutailler. On va pas articuler l'émission de la même manière, puisqu'on va parler de Jean-Louis Campora. Donc, on n'aura pas le même système de notation, etc. Donc là, voilà. On part du principe que c'est une légende de l'AS Monaco, point barre. Et donc, du coup, ce sera notre deuxième monégasque dont nous parlerons dans cette série du Mur des légendes. Voilà, du coup, donc ce sera l'émission de lundi prochain. Nous, le prochain rendez-vous, c'est jeudi, puisque Monaco se déplace à Eindhoven pour tenter de rééditer l'exploit de 2003. Hein. Qui sait voilà, donc on va essayer de... Édouard Cissé. Édouard Cissé. Il nous faut Édouard Cissé. Est-ce que Fofana va être le Édouard Cissé de 2003 ? Peut-être. Ouais. C'est plus Jean Lucas, le Édouard Cissé. Ouais. Et le mec qui vient d'arriver, qui dépanne à droite. Et qui est notre Fernando Morientes ? C'est Ben Yedder. C'est Myron Boadou. Qui... Ok. Ouais, en termes de niveau, c'est plus Ben Yedder quand même. Ouais, voilà. Enfin, qui s'en rapproche, hein. J'ai pas dit qu'il avait le même niveau que Morientes, hein. Et qui s'en rapproche. Et tu l'as dit, c'est dans la boîte, et puis on va faire les bandes. Et voilà, allez, bonne soirée. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis, merci Rome et merci Boris, et donc rendez-vous la semaine prochaine pour Jean-Louis Campora. Salut. Et bisous.